Cette discussion sur le changement climatique m'avait terriblement marqué. Je savais déjà que ça présageait rien de bon, mais à ce point-là, j'étais troublé. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour toutes ces canicules et ces inondations? Sans même parler de l'impact sur notre alimentation, sur notre santé, toutes les inégalités. Ouais, c'est clair, on se dirige droit dans le mur. Est-ce qu'on va vraiment attendre d'être dans le mur pour commencer à agir? J'avais envie d'agir, justement, mais comment faire? On parle d'effet de serre, mais je sais même pas comment ça marche. Comment on peut savoir quoi faire si on connaît même pas les causes du problème? Allez, promis, dès que j'arrive à la maison, je regarde comment ça marche. Foutu cactus. Ok, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de l'effet de serre et tu as peut-être déjà vu cette image où on a l'impression que les rayons du soleil arrivent sur Terre, rebondissent vers l'atmosphère et reviennent ensuite sur Terre pour la réchauffer. En réalité, l'effet de serre c'est bien plus complexe que ça, mais pas de panique, aujourd'hui je vais te l'expliquer simplement, mais de manière rigoureuse, avec une ampoule, une baignoire et une couette. Alors, pour commencer, comme on parle de réchauffement, il faut qu'on comprenne intuitivement ce que représente la chaleur, et surtout, comment elle peut être transmise entre deux objets. La première question qu'on peut se poser, c'est comment se réchauffe-t-on quand on a froid? La première possibilité, c'est le contact avec un objet chaud. Par exemple, quand on a froid aux mains en hiver, on peut les réchauffer en les mettant autour d'une tasse de thé bien chaude. C'est ce qu'on appelle un transfert de chaleur par conduction. Le transfert se fait par contact d'un objet chaud avec un objet froid. Contact du thé à la tasse, puis de la tasse à nos mains. Mais il existe d'autres solutions pour se réchauffer. Qu'est-ce qu'il se passe quand on allume un objet qui produit de la chaleur, comme un radiateur? Comment le radiateur nous réchauffe-t-il? Bon, le radiateur c'est un objet chaud, on pourrait dire qu'il fonctionne comme une grosse tasse de thé. Il réchauffe l'air autour de lui, puis de proche en proche, cet air réchauffe l'air autour de nous, qui va nous réchauffer à son tour. On retrouve un mécanisme de conduction, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il se passe si on ouvre la fenêtre? Attends, mais c'est débile d'ouvrir la fenêtre et d'allumer un radiateur en dessous. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est pas très malin. Imaginons qu'on est en terrasse en train de boire une... Grenadine? Ok, une grenadine. Et qu'on est réchauffé par ces gros radiateurs rouges là. On verra plus tard dans la vidéo pourquoi ils sont rouges. Comme on est en extérieur, l'air circule autour de ces radiateurs et ne reste pas assez longtemps au contact du radiateur pour se réchauffer. On ne peut plus parler de conduction ici. Pourtant, ces radiateurs d'extérieur, ils nous réchauffent quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui fait le lien entre le radiateur et nous-mêmes qui nous réchauffe. Cette chose invisible, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Et le rayonnement, c'est l'élément crucial de notre vidéo. Mais avant d'en parler plus en détail, il reste un dernier mode de transfert de chaleur à évoquer. Et c'est même le plus efficace. Tu as sûrement déjà entendu que l'air chaud monte. Eh bien, en se déplaçant, il emporte sa chaleur avec lui. Ça, c'est un transfert de chaleur qui se fait par un mouvement d'un fluide, c'est un gaz ou un liquide, et c'est ce qu'on appelle la convection. Maintenant qu'on a bien compris comment un objet se réchauffe et transmet sa chaleur, revenons à notre problème de réchauffement climatique. La Terre est réchauffée par le Soleil, là je ne t'apprends rien, mais à ton avis, par quel type de transfert de chaleur le Soleil réchauffe-t-il la Terre? Bah, entre la Terre et le Soleil, il n'y a que du vide. Donc ça peut pas être de la conduction ou de la convection, il faudrait de la matière. Donc forcément du rayonnement, j'imagine. Exactement. Yes, c'est bon ça. Oh, je suis en forme aujourd'hui. Le moyen le plus simple de s'en convaincre, c'est juste de remarquer qu'il fait plus chaud au Soleil qu'à l'ombre, parce qu'on reçoit directement les rayons du Soleil. Le rayonnement, c'est quelque chose d'analogue à la lumière. En fait, c'est même une généralisation de la lumière. Comme la lumière, il peut être émis par un objet, se propager dans le vide, et interagir avec la matière. Il peut être réfléchi comme par un miroir, transmis en traversant un objet transparent ou bien être absorbé. Mais quelles sont les sources de ce rayonnement? Pour la lumière, on les connaît bien, hein, une ampoule, le soleil, une bougie, tout ça on connaît. Mais pour le rayonnement en général, qu'est-ce que c'est? On a parlé d'objets chauds, genre radiateur, soleil, tout ça, donc peut-être que c'est lié à la chaleur, je sais pas. Eh bien tout, absolument tous les corps émettent du rayonnement, et ce rayonnement, il a une puissance qui dépend de la température du corps qui l'émet.
Mais la puissance, qu'est-ce que c'est au fait? Eh bien, continuons avec notre comparaison avec la lumière. La puissance de notre rayonnement, c'est comme l'intensité de la lumière. D'ailleurs, l'intensité de la puissance est le watt, et quand vous achetez une ampoule, vous pouvez voir indiquer sa puissance en watts qui caractérise son intensité lumineuse. Plus un objet est chaud, plus la puissance du rayonnement qu'il émet sera élevée. Ce phénomène est décrit par la loi de Stefan Boltzmann, qui est une généralisation de la loi de Planck. C'est beaucoup de noms de grands physiciens comme ça, mais rassurez-vous, ce n'est pas une loi très compliquée. Comme on l'a dit, plus la température d'un corps est élevée, plus la puissance, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement qu'il émet, est élevée. La loi de Stefan Boltzmann nous indique que la puissance est égale à sigma, une constante qui porte leur nom, multipliée par la température du corps à la puissance 4. Et cette puissance 4, c'est très important, ça veut dire qu'une petite différence de température induit une grande variation de puissance. Mais il y a une autre caractéristique primordiale du rayonnement qu'il faut bien comprendre. Si tu te souviens bien, les radiateurs en terrasse ont une couleur légèrement rouge. Ça, c'est parce qu'ils sont très chauds, entre 1000 et 2000 degrés Celsius. La température d'un objet influence aussi la couleur du rayonnement qu'il produit. Reprenons l'exemple des ampoules. Les vieilles ampoules à filaments fonctionnaient justement en exploitant la loi de Planck. On chauffait un petit filament à environ 2000 degrés et il émettait une lumière plutôt jaune-orangée, un peu comme la lumière du coucher du soleil. Cette notion de température de couleur est restée et aujourd'hui, même si les ampoules utilisent une autre technologie, il y a souvent écrit température de la lumière mesurée en Kelvin. Alors les Kelvin, pour faire simple, c'est juste une autre unité de mesure de la température où on part de la température la plus froide de l'univers. S'il est écrit que la température de la lumière est de 5800 Kelvin, c'est que la lumière émise par l'ampoule sera à peu près la même qu'un corps chauffé à cette température. Dans ce cas, ça correspond à la lumière dite blanche émise par le soleil. Certaines ampoules produisent même une lumière un peu plus bleutée qui correspond à des températures encore plus chaudes, par exemple 7500 Kelvin. Si la source est encore plus chaude, elle va produire des rayonnements ultraviolets, qui sont des rayons très énergétiques. Le soleil en produit d'ailleurs, et c'est l'interaction de ces rayonnements hautement énergétiques avec notre peau qui nous fait bronzer, ou cramer si on est breton. Si la température du corps est plus faible, alors il produit des infrarouges, qui sont des rayons de plus faible énergie. Les infrarouges sont en fait les rayons émis par un corps à température ambiante comme nous, les objets qui nous entourent, et surtout la surface de la Terre. Les caméras thermiques sont sensibles à ce genre de rayonnement, c'est pour ça qu'elles permettent de voir dans le noir, ou même de voir où la chaleur s'échappe d'une habitation. Alors attention, quand je parle de couleur, c'est un abus de langage. En réalité, comme on l'a vu précédemment, les rayonnements UV et infrarouges sont invisibles à l'œil nu. Ce qui change, c'est leur longueur d'onde. Mais je n'expliquerai pas ce concept un peu technique dans cette vidéo. Bon, j'ai essayé de simplifier au maximum l'explication des différents paramètres du rayonnement en l'illustrant par des exemples du quotidien. C'était nécessaire parce que le transfert de chaleur par rayonnement, c'est vraiment le mécanisme central de l'effet de serre. Il y a tout de même un point sur lequel j'aimerais insister, les gaz, même invisibles, peuvent absorber ce rayonnement. Et le type de rayonnement absorbé, ce que j'ai appelé la couleur, dépend du gaz. Les gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement émis par la surface de la Terre, ce sont justement les gaz à effet de serre. Bon, ici on parle quelque chose d'invisible, qui absorbe quelque chose d'invisible. Je te l'accorde, c'est pas très visuel. Si tu veux une illustration plus imagée, tu peux aller voir cette vidéo du réveilleur. Elle illustre avec des expériences visuelles les différents types de rayonnement pour bien comprendre l'effet de serre. Ok, donc si je comprends bien, le rayonnement c'est un peu comme la lumière, il y a une puissance et une couleur qui dépendent de la température, et plus le corps il est chaud, et plus la puissance du rayonnement elle est élevée. Ok, ça me semble clair. Bon, on a compris par quels moyens le Soleil apporte de l'énergie sur Terre et réchauffe la planète. Voyons maintenant comment cette puissance impacte la planète en faisant ce qu'on appelle un bilan de puissance. Le bilan de puissance, c'est un concept physique très simple et intuitif. En fait, c'est comme un bilan financier. On compte tout ce qu'on gagne, on le compare à tout ce qu'on perd pour savoir si on est en déficit, en bénéfice ou à l'équilibre. Un bilan de puissance, c'est la même chose, sauf qu'ici, on fait de la physique. Du coup, on va définir un système avec précision et regarder tous les flux de puissance apportés au système et les flux de puissance fournis par le système à l'extérieur.
Ici, on va regarder des puissances de rayonnement. Et maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Quand on regarde ce genre de flux de puissance, on fait ce qu'on appelle un bilan radiatif. Pour bien comprendre, faisons une analogie. On va regarder une baignoire dont on fait couler le robinet, mais dont on laisse ouverte la gonde pour que l'eau ne puisse pas s'échapper. Ne faites pas ça chez vous, c'est vraiment pas ouf pour la planète. Oh non, la couette. Notre système, c'est le volume d'eau présent dans la baignoire, et on s'intéresse à son évolution. Le flux entrant est le débit du robinet, et le flux sortant est le débit s'échappant par la gonde. Revenons à notre problème du climat. Dans un premier temps, on va prendre comme système la Terre sans son atmosphère. Le débit d'eau du robinet, c'est la puissance du rayonnement solaire qui arrive sur la surface de la Terre, et le débit d'eau sortant par la gonde, c'est le rayonnement repartant vers l'espace. Ce rayonnement est composé de deux types de rayonnements différents. Le rayonnement solaire réfléchi et le rayonnement réémis par la surface de la Terre. Une fraction du rayonnement incident est réfléchie. Cette fraction, c'est ce qu'on appelle l'albédo, et sur Terre, il vaut 30%. Le rayonnement réfléchi est de même nature que le rayonnement solaire incident, c'est comme s'il avait rebondi sur la surface de la planète. Par contre, le rayonnement réémis, et c'est là la subtilité, c'est le rayonnement émis par la surface de la planète, qui dépend donc de sa température, qui elle-même dépend de la puissance du rayonnement absorbé. Le rayonnement réémis est donc différent du rayonnement incident absorbé, puisque la température moyenne sur Terre est d'environ 15 degrés, alors que celle du Soleil est plutôt de 5500 degrés. Ces rayonnements n'ont donc pas la même couleur, et pas du tout. Et ça, c'est fondamental pour comprendre l'effet de serre que l'on verra ensuite, car ces deux rayonnements n'interagissent pas de la même manière avec l'atmosphère. Si le débit d'eau qui coule par le robinet est plus fort que le débit qui s'échappe de la baignoire, alors le volume d'eau dans la baignoire augmente. Le bilan est déséquilibré. Dans le cas de la Terre, si la puissance qui s'échappe dans l'espace est plus faible que la puissance du rayonnement solaire, c'est pareil, on va avoir un déséquilibre. Dans ce cas-là, le déséquilibre est positif, et le système gagne de la puissance. Au lieu du volume d'eau dans la baignoire qui augmente, ici c'est la puissance accumulée par la Terre qui augmente, et donc sa température. Pour rappel, c'est une conséquence directe de la loi de Stéphane. La puissance et la température sont directement liées. Contrairement à la baignoire, le système Terre va tendre naturellement vers un équilibre. En effet, si le système se réchauffe, alors, toujours d'après la loi de Stéphane, la puissance émise par le système va augmenter. Et elle va augmenter jusqu'au point où le rayonnement émis va compenser la différence entre les rayonnements incidents et réfléchis. On retrouve alors une situation où on est à l'équilibre. Il y a autant d'eau qui rentre dans la baignoire que d'eau qui sort de la baignoire. Pour une Terre sans atmosphère, la température d'équilibre qu'on obtient avec ce modèle est d'environ moins 18 degrés. C'est à peu près la température d'un congélateur, et je peux vous dire qu'avec ça, la vie ne serait pas possible sur Terre. Non, aujourd'hui, s'il fait 15 degrés de moyenne sur Terre, c'est grâce à l'effet de serre. Qu'est-ce qu'il se passe si on remet l'atmosphère? Pour simplifier, on va imaginer qu'on remet que du CO2 pour comprendre l'effet de serre lié au CO2. Maintenant, notre système, c'est la Terre plus l'atmosphère. Et pour que le bilan soit équilibré, je vous rappelle qu'il faut que ce qui sort du système, c'est-à-dire au sommet de l'atmosphère, soit égal au rayonnement solaire incident. Le CO2 n'absorbe pas la lumière du soleil, c'est pourquoi il est invisible à l'œil nu, il absorbe uniquement les infrarouges. La puissance du soleil arrivant sur la Terre est donc inchangée. Par contre, le CO2 absorbe une partie des infrarouges émis par la Terre. Un nuage de gaz est aussi un corps qui obéit à la loi de Stéphane. La couche de CO2 va donc émettre un rayonnement aussi bien vers le bas que vers le haut. On voit que l'on a un rayonnement supplémentaire qui arrive sur la surface de la Terre qui va donc se réchauffer. Le rayonnement émis vers l'espace permet d'évacuer la chaleur du système, et quand le système est à l'équilibre, la puissance du rayonnement s'échappant est égale à la puissance du rayonnement solaire. On voit qu'en ajoutant une couche de gaz à effet de serre, la température à la surface de la planète a augmenté. En fait, c'est comme si on avait mis une grosse couette autour de la planète. Quand vous dormez, la couette n'est pas chaude, elle est là pour bloquer le rayonnement que vous émettez et chauffer l'air autour de vous. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais revenir rapidement sur l'appellation effet de serre. En fait, c'est un nom un peu trompeur parce que ça fait penser aux serres agricoles qui permettent de cultiver des plantes. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'effet de serre atmosphérique. S'il fait plus chaud dans une serre agricole, c'est parce qu'on supprime la transmission de chaleur par convection, qui est le mode le plus efficace pour évacuer la chaleur. L'air est emprisonné sous la serre et ne peut s'évacuer
que par conduction ou rayonnement au niveau des parois. Et c'est beaucoup moins efficace. C'est pour ça que certains chercheurs, comme la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, préfèrent le terme d'effet couette, qui retranscrit mieux l'idée que je viens de vous présenter. Ok, donc en fait, l'effet de serre, c'est un peu comme une grosse couette. Ça empêche ma propre chaleur de s'échapper en bloquant les rayonnements infrarouges que mon corps émet. Par contre, ça m'explique toujours pas pourquoi, si j'ajoute encore plus de CO2 dans l'atmosphère, la température continue d'augmenter. Voilà, on a compris comment fonctionne l'effet de serre et comment il réchauffe la planète pour que la température sur Terre soit vivable. Sans l'effet de serre, il n'y aurait pas de vie sur Terre, c'est indéniable. Mais les activités humaines rejettent du CO2, et elles en rejettent même beaucoup trop. Ce surplus de CO2 intensifie l'effet de serre et dérègle l'équilibre naturel du bilan radiatif. C'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique. Lorsqu'on ajoute du CO2 dans l'atmosphère, l'absorption du rayonnement émis par la surface de la Terre augmente. Si on prend un peu de recul, on constate que la puissance du rayonnement qui s'échappe au sommet de l'atmosphère est plus faible que celle du rayonnement entrant. L'ajout de CO2 a donc créé un déséquilibre dans notre bilan radiatif. L'atmosphère et la planète vont se réchauffer, ce qui va augmenter la puissance émise par la planète et combler ce déséquilibre. Et si on ajoute encore du CO2, qu'est-ce qui se passe ? L'absorption augmente encore et encore, jusqu'à ce que l'entièreté du rayonnement émis par la surface de la Terre soit absorbée. Et si j'ajoute encore du CO2 ? Ah ah! Tu vois, Svante, l'absorption est limitée et l'effet de serre saturé. Mais c'est qui lui ? Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non. Pour l'instant, on a regardé que le rayonnement émis par la planète vers l'espace et par l'atmosphère vers la planète. Mais en fait, l'atmosphère émet aussi vers l'espace. Et donc, même si tout le rayonnement émis par la surface de la planète est absorbé, le rayonnement émis par l'atmosphère peut quand même s'échapper dans l'espace. Maintenant, il va falloir qu'on se pose 3 questions. Premièrement, quelle est la nature du rayonnement émis par l'atmosphère et comment ce rayonnement dépend de l'altitude avec laquelle il est émis? Deuxièmement, comment évolue l'absorption dans l'atmosphère, toujours avec l'altitude? Et enfin, comment tout ça varie quand on ajoute du CO2 dans l'atmosphère? Commençons par la nature du rayonnement. Le rayonnement dépend de la température, ça on l'a bien compris. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne maintenant, c'est comment évolue la température dans l'atmosphère avec l'altitude. Puisque l'effet de serre lié au CO2 se passe principalement dans les 10-15 premiers kilomètres de l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la troposphère, première couche de l'atmosphère, on va s'intéresser à ce qui se passe dans cette couche. Dans la troposphère, la température diminue d'environ 1 degré tous les 100 mètres. Ça signifie que plus on monte en altitude, plus la puissance du rayonnement émis par l'atmosphère est faible. Maintenant, il faut qu'on se demande comment évolue l'absorption avec l'altitude. On l'a vu précédemment, plus il y a de CO2, plus l'absorption est forte. Il faut donc comprendre comment évolue la concentration des gaz dans l'atmosphère quand on monte en altitude. Plus on monte, plus la pression est faible. Ça veut dire que l'espace entre les molécules de gaz est de plus en plus grand plus on monte. Du coup, si je regarde combien il y a de molécules dans une boîte au niveau de la mer, il y aura beaucoup plus de molécules que si je regarde dans la même boîte au sommet de l'Everest. C'est pour ça que c'est plus dur de respirer en haute altitude et que les alpinistes utilisent des bouteilles d'oxygène pour grimper les plus hautes montagnes du monde. Donc, la concentration en CO2 diminue avec l'altitude et donc l'absorption aussi. Ça veut dire que plus on monte en altitude, moins le rayonnement émis par les couches inférieures de l'atmosphère est absorbé, et au bout d'une certaine altitude, l'absorption a tellement diminué que le rayonnement émis par l'atmosphère peut s'échapper dans l'espace. Cette altitude à partir de laquelle le rayonnement émis par l'atmosphère peut s'échapper dans l'espace, c'est ce qu'on appelle l'altitude d'émission. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on ajoute du CO2 dans l'atmosphère? Le CO2, c'est un gaz inerte qui ne réagit pas beaucoup avec l'atmosphère, du coup il est réparti de manière uniforme dans l'atmosphère. Ça veut dire que la concentration en CO2 augmente partout de la même manière. L'absorption augmente donc dans toute l'atmosphère quand on émet du CO2. L'altitude d'émission va donc se déplacer vers le haut, c'est-à-dire une altitude où il fait plus froid, et donc le rayonnement s'échappant vers l'espace diminue. À nouveau, l'ajout de CO2 dans l'atmosphère a créé un déséquilibre dans le bilan radiatif. La température à l'altitude d'émission augmente pour combler l'écart dans ce déséquilibre, et la température globale de l'atmosphère augmente en même temps. Il fait donc plus chaud. On a compris comment l'augmentation de la concentration en CO2 réchauffe la planète. Maintenant, il faut quantifier son impact sur la température.
Fini les baignoires et les ampoules, de toute façon ça ne fait pas bon ménage. On va faire appel au GIEC. Allô? Oui, je suis bien sur la hotline du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Oui, super. Alors je vous appelle parce que j'aurais besoin d'un graphique qui montre l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique. Oui? Ah bah vous avez ça? Bah parfait. Merci beaucoup. Allez. Oui, vous passez mon bonjour à Didier. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, oui. Allez. Bon. Ce graphique est un peu difficile à comprendre au début, mais il répond exactement à notre question. On y voit l'augmentation de la température par rapport à la période pré-industrielle en fonction de la quantité totale de CO2 émise depuis 1850. Ça nous permet en quelque sorte de fixer un budget de carbone que l'on peut encore émettre sans dépasser un certain niveau de réchauffement. Entre 1850 et 2020, près de 2500 milliards de tonnes ont été émises, et la température s'est élevée de près de 1,2 degrés Celsius. Le trait plat en gris correspond aux mesures de température sur Terre durant cette période, et on voit bien qu'il n'y a pas de doute, l'augmentation de température est bien liée à l'émission de CO2. Maintenant, projetons-nous dans le futur, pour voir quel sera l'impact d'un ajout supplémentaire de CO2. D'après un rapport de la Commission européenne, l'humanité a émis en 2023 près de 40 milliards de tonnes de CO2. Si l'on veut limiter le réchauffement à plus 2 degrés Celsius, comme souhaité par l'accord de Paris, le GIEC prévoit que le budget carbone restant est d'environ 1150 milliards de tonnes de CO2. Si l'on émet plus, alors on dépassera cette limite. Et les accords de Paris, c'est ciao. Au rythme de 2023, il faudrait environ 29 ans pour dépasser ce budget et la limite des plus 2 degrés. Si cela ne vous semble pas beaucoup, détrompez-vous. Un tel réchauffement aurait de fortes conséquences sur la planète. Je vous invite à aller voir cette vidéo où l'on en parle plus en détail pour comprendre à quel point les conditions de vie en France et dans le monde seraient impactées. Mais le pire dans tout ça, c'est que la tendance est à la hausse. Ces dernières années, les émissions de CO2 mondiales ne font qu'augmenter et à ce rythme-là, on pourrait dépasser cette limite bien avant 2050. C'est pour ça que chaque tonne de CO2 évitée est importante. C'est pour ça qu'il est urgent d'agir et que chaque geste compte. Dans cette vidéo, on s'est concentré sur l'explication d'un phénomène physique, le réchauffement climatique lié à l'augmentation de l'émission de CO2, car il est important d'avoir quelques bases scientifiques pour comprendre ce qui se passe et l'impact réel de nos émissions. Dans la prochaine vidéo, pour être complet sur le sujet, on verra l'impact d'autres phénomènes sur le réchauffement climatique. Mais l'objectif de cette chaîne, c'est aussi et surtout de partager les actions qui comptent vraiment pour le climat et de bien les comprendre pour pouvoir les mettre en place efficacement. Que ce soit des petits gestes du quotidien ou des changements de mode de vie, nous aborderons tout ça dans les futures vidéos de la chaîne. C'est le lancement de notre projet, alors on a besoin de votre soutien. Vous pouvez nous soutenir financièrement en participant à notre cagnotte Hello Asso que vous trouverez en description, mais le plus important pour nous, c'est que vous partagiez la vidéo et que vous abonniez si elle vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire toutes vos remarques, que ce soit des questions sur la vidéo, des suggestions d'amélioration du contenu ou des thèmes liés à l'écologie que vous aimeriez qu'on traite. On est très curieux de voir tout ce que vous avez pensé de tout ça. En attendant, je vous laisse avec un petit article que vous pouvez trouver sur notre site internet qui vient apporter quelques précisions et corriger des approximations que j'ai pu faire pour simplifier l'explication, ainsi qu'un petit quiz pour voir ce que vous avez retenu de tout ça. À la prochaine et en attendant, gardez les pieds sur terre.